Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Boubacar Camara, ancien directeur général des douanes sénégalaises, actuel directeur général adjoint des douanes béninoises et leader du mouvement politique PCS Djengou Tabar. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets: l'opposition et la nouvelle Assemblée nationale, le pouvoir et le nouveau gouvernement, la présidentielle de 2024, l'économie, l'actualité sociale et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Boubacar Camara face à Babacar Fall, le Grand Jury, dimanche 11h10 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. L'émotion encore dans tout le pays après ce nouveau drame de maternité survenu cette semaine. La mort d'une femme et de son bébé au moment de l'accouchement au centre de santé de Kédougou dans le sud-est du Sénégal. Cela au moment où l'affaire des 11 bébés de l'hôpital d'Abar de Tivaouane ne s'est pas encore éteinte. Il y a aussi les nouveau-nés de Linguère, souvenez-vous, ou encore le drame de l'hôpital régional de Louga. Bonjour Boubacar Camara. Bonjour Monsieur Fall. Merci d'avoir encore une fois répondu à notre invitation. Merci, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette émission qui fait partie maintenant du paysage médiatique sénégalais. Et vous l'avez introduit par une note dramatique, Linguère, Tivaouane, Kédougou, Dakar, un peu partout, et c'est la partie visible de l'iceberg des drames sanitaires qui posent un véritable problème de santé publique. Nous présentons nos condoléances à tout le monde et nous nous posons la question de savoir si on a réellement investi ce qu'il fallait dans le domaine de la santé. Aussi bien dans les infrastructures que dans les ressources humaines ou surtout sur les plateaux techniques. Oui, en général, vous savez, il y a deux pans des ressources humaines qui sont essentiels, c'est l'éducation et la santé. Si vous voulez savoir si un pays veut promouvoir le développement humain, il faut voir qu'est-ce qui est investi dans l'éducation et la santé. Et nous pensons qu'il y a encore énormément de choses à faire. Le président Macky Sall brandit souvent, lui et ses partisans et alliés, ils brandissent souvent ces nouvelles infrastructures hospitalières qu'ils ont construites dans plusieurs localités du pays, notamment à Kédougou d'ailleurs, justement. Oui, un effort certain qui a été boosté par l'épisode de la Covid-19. Il est devenu évident qu'il fallait absolument accélérer cela. Mais vous savez, pour changer la vie des populations, il faut une politique à long terme sur la santé. Et le type d'investissement que nous avons pour la santé et l'éducation ne permet pas de trouver une solution durable. On investit dans la santé et l'éducation sur la base des ressources publiques collectées, les taxes et les droits. Ça ne suffit pas. Il faut d'autres schémas pour booster le plateau médical, d'autres schémas pour booster l'éducation. Et c'est justement pour cette raison que nous pensons que le levier le plus important pour changer la vie des Sénégalais, pour promouvoir le capital humain, c'est utiliser les ressources naturelles que nous avons pour lever les fonds nécessaires pour l'éducation et la santé. Par exemple, dans notre programme Changer de cap Tabar, l'éducation, c'est 8 000 milliards en fonds revolving, la santé, c'est 1 000 milliards par an. Donc, nous pensons que c'est des solutions radicales comme ça qui peuvent régler le problème. C'est un ancien directeur général des douanes sénégalaises qui parle comment trouver tous ces fonds et où d'abord. Oui, aujourd'hui, l'avantage qu'on a, ce qu'il y a de plus marquant dans la gouvernance, dans le séjour du président Macky Sall, c'est que pendant les 12 ans, il a révélé une face du Sénégal que beaucoup de gens ne soupçonnaient pas. C'est les potentialités en termes de ressources naturelles, en termes de capacité de mobilisation des recettes. Aujourd'hui, on a les capacités. Maintenant, comment on les utilise, dans quelle direction on les amène, quelles sont les priorisations, c'est ça le problème.
Et effectivement, sur la base de ces capacités, on n'a aucun problème pour changer le Sénégal radicalement et faire en sorte que l'éducation soit gratuite, faire en sorte que tous ceux qui sont malades puissent être soignés, que certains médicaments soient effectivement gratuits et que la prévention permette d'éviter certaines maladies. Les recettes douanières sénégalaises, à vos yeux, aujourd'hui, sont-elles assez suffisantes, assez importantes? Est-ce qu'elles sont ce qu'elles devraient vraiment être? Bon, vous savez, le schéma de collecte des recettes au Sénégal, qu'elles soient douanières ou fiscales, est un schéma éprouvé qui a fait ses preuves et qui se porte très bien. Mais moi, mon inquiétude, je le dis toujours, et c'est étonnant de la part d'un ancien directeur général des douanes, chaque fois que les recettes se portent bien, ça veut dire que l'économie se porte mal. En réalité, la production des richesses doit partir de la transformation. Et pour partir de la transformation, il faut qu'on se départisse des importations. Et ce sont les importations qui amènent les recettes. Il faut plus développer les recettes liées à la production, les recettes liées à la plus-value. Et je pense que c'est cette inversion-là qui n'est pas encore faite et qui ne va pas se faire tant qu'on n'a pas changé de cap. Changer de cap, c'est faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'argent dans les secteurs porteurs d'une croissance inclusive, comme l'agriculture. Aujourd'hui, le kilo d'arachide devrait coûter 500 francs. L'investissement devrait plus se faire sur les sols, sur l'eau, sur les recherches, sur l'engrais, etc. L'engrais est pratiquement importé, alors qu'on a les moyens d'avoir nos propres ressources pour booster la production agricole. La pêche, je dis, vous voyez, on signe des accords de pêche avec des montants dérisoires, alors qu'on peut mettre en place des schémas qui permettent d'investir sur toutes les infrastructures de pêche et d'avoir les moyens qu'il faut pour que tout ce secteur-là puisse vivre de façon autonome. L'élevage, n'en parlons pas. Le lait, la viande, la peau qui n'est pas transformée. L'artisanat qui occupe une bonne partie de la population. Nous avons prévu l'Office sénégalais de l'artisanat, qui existait d'ailleurs du temps du président Mamadou Dia. 350 milliards comme fonds revolving pour aider les petits, les tailleurs, les couturiers, les tailleurs, les menuisiers, toutes ces personnes-là qui vivent et qui dépensent au Sénégal. Le tourisme, n'en parlons pas. 90% de l'activité économique du pays. Justement. Alors, si le financement de notre développement repose sur un endettement public, mais cet endettement est orienté vers des infrastructures qui sont réalisées en grande partie par les entreprises qui sont sponsorisées par les prêteurs, ce qui met en rade le privé national. Donc il faut complètement changer d'orientation. Un privé national qui continue de se lamenter de la lourdeur de la politique fiscale du pays. On interpelle toujours l'ancien directeur général des douanes. Alléger la fiscalité pour permettre aux entreprises locales de davantage émerger, de respirer. Pour vous, c'est aussi un bon schéma ou pas? Oui, le problème, c'est pas d'alléger la fiscalité. Le problème, c'est d'augmenter la production pour qu'on ait plus de bases taxables. Il faut élargir la base taxable, faire en sorte que l'investissement se développe. Et si l'investissement se développe, c'est toujours intéressant de payer en fonction de ce qu'on a produit. Mais si les privés n'acceptent pas, les privés sénégalais n'acceptent pas au grand marché, évidemment, ils ont une masse très réduite. Et comme c'est les mêmes personnes qui sont fiscalisées, il y a une grosse part d'informels qui est là. Et c'est sur les 20% ou 10% de gens qui sont connus que l'État tape. Alors que les 90% qui font l'activité économique de ce pays-là échappent à l'impôt. Donc il faut changer. Et pour ça, par exemple, dans notre programme, on a deux leviers. Le premier levier, c'est ce qu'on appelle la localisation optimale de la collecte de l'impôt. Il faut aller placer l'impôt à l'endroit le plus adéquat. Au lieu de placer l'impôt sur des déclarations fiscales et tout, par exemple, si c'est un commerçant, c'est sur des zones de commerce et sur un nombre de mètres carrés occupés, au lieu de taper sur un chiffre d'affaires ou sur une plus-value que tu ne maîtrises pas. Et ensuite, il y a l'identification.
Aujourd'hui, on a un problème de l'identification du redevable fiscal. Les gens qui n'existent pas ou bien qui ont de doubles existences. Tu fais une importation au niveau du cordon douanier, vous déclarez 20 millions pour une machine, et alors vous venez dans votre comptabilité, on va voir 40 millions, parce que vous avez besoin de faire une provision pour amortissement pour acheter une nouvelle machine. La douane a toujours les moyens de vérifier après. Mais justement, mais ça c'est l'automatisation. Justement, et c'est ça qui manque. Il y a tout un travail d'interconnexion entre les régies financières qui font que il y a une identification. Si M. Babacar Fall fait une opération, on sait que c'est le même Babacar Fall qui a importé, qui a vendu, qui a acheté. Toute cette formalisation, c'est un schéma qu'il faut tout à fait reprendre au lieu de rester sur le schéma classique hérité de la colonisation, basé sur la déclaration, schéma complètement dépassé qui fait qu'on n'a pas l'optimisation fiscale qu'il faut. Les premiers sujets de cette émission, la santé et l'économie, le secteur privé. La prochaine question les réunit toutes les deux, ces deux premières questions. L'hôpital Aristide le Dantec, la polémique sur sa reconstruction, déjà c'est une entreprise étrangère qui a gagné le marché, mais ce qui fait débat surtout c'est le montage financier, vendre une partie de l'hôpital pour financer une partie de sa reconstruction. Vous auriez fait comment, Boubacar Camara? Oh, je n'ai pas le dossier, mais de façon générale, la question qui se pose, c'est qu'au Sénégal, tous les grands projets font l'objet de polémiques. Depuis plusieurs années, le montage financier de tous les grands projets font l'objet de polémiques. Ça veut dire qu'il y a un problème. Un problème de transparence d'abord. Il faut savoir quel est le meilleur schéma. Parce que s'il n'y a pas de débat sur les schémas pour financer un monument de la Renaissance, pour financer un hôpital, pour financer le terre, pour voir est-ce que c'est prioritaire par rapport à Falémé, etc., il n'y a pas de débat. Et aujourd'hui, on a, je pense, l'occasion, avec la nouvelle Assemblée nationale, de faire les vrais débats sur le sujet. Si ce débat était posé, était effectivement tenu, peut-être qu'on aurait l'occasion de savoir quels sont les tenants et les aboutissants du projet. Sur le principe, personne ne peut s'opposer à une reconstruction d'un hôpital, surtout dans le contexte que vous venez de décrire. Sur le principe, personne ne peut s'opposer au schéma qui consiste à utiliser les ressources que nous avons, notamment les ressources foncières, pour lever des fonds au lieu de s'endetter. Mais il y a d'autres schémas aussi qui sont là, des partenariats publics-privés, il y a d'autres schémas qui permettraient d'associer plus le partenaire privé et tout. Mais s'il n'y a pas de débat, même dans l'exécutif, sur ces questions-là, il y a beaucoup de gens qui découvrent ces questions. Et donc ça, c'est la question vraiment de la transparence et de l'utilisation des ressources naturelles, des ressources publiques de façon générale. Et je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a l'occasion de corriger tout cela. On reste sur les sujets économiques. Cette réunion, cette semaine à Dakar, réunion internationale sur les ressources en pétrole et en gaz entre le Sénégal, la Mauritanie et tous nos autres voisins qui ont des ressources naturelles à faire explorer, à faire exploiter. Et cette position de Macky Sall qu'il a réitérée parce que les grandes puissances, au nom de la politique bioplanétaire, demandent davantage qu'on se départe des énergies fossiles en faveur des énergies renouvelables. Macky Sall qui veut que le Sénégal peut-être profite bien de son pétrole et de son gaz, il a raison de persister dans cette posture-là. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur l'énergie, et c'est normal. Mais au lieu des débats, il faut des options. Il faut qu'on clarifie les options. Aujourd'hui, le monde a bougé. Vous avez vu avec la guerre de l'Ukraine, la question du gaz, la fourniture de gaz à l'Allemagne, par la Russie, qui est handicapée par cette guerre. Aujourd'hui, la fourniture de gaz est un vrai sujet. Et le Sénégal vient dans le débat avec ses richesses en gaz. Et nous, notre objectif, c'est que le Sénégal soit le concurrent de la Russie dans la fourniture de gaz à l'Europe. Mais là, il faut le préparer. Il faut le préparer par une bonne gestion des ressources naturelles. Il ne suffit pas de parler, de faire des discours et des séminaires sur la répartition. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui a été signé réellement et quelles sont les orientations qui sont prises, quel est le plan stratégique qu'on a, que voulons-nous faire de notre gaz. Est-ce qu'on veut aller
au gaz to power pour avoir l'énergie nécessaire pour booster l'industrie et transformer nos ressources naturelles et nos ressources liées à la production agricole, etc. Est-ce qu'on utilise notre gaz pour exporter une partie pour se positionner sur le marché international? Il faut nous dire comment on fait et quel est le calendrier. Il ne suffit pas de faire des discours. L'Europe, l'Amérique, tout le monde a compris. Maintenant, évidemment, l'Europe, l'Amérique, en avance sur nous, ont utilisé toutes les potentialités des énergies polluantes. Ils veulent sortir des énergies polluantes. Mais est-ce que nous, on a la même stratégie? Que devons-nous faire? Et c'est à nous de le définir. Et là, je reviens sur le débat à l'Assemblée nationale. On a dit, avec la réforme de 2019, que les ressources naturelles appartiennent au peuple, mais il faut que ça se traduise dans la réalité pour que tout ce qui touche les conventions, les transactions, l'abusus, l'aliénation des ressources naturelles fasse l'objet de débats, que les opinions soient clairement identifiées. Vous n'êtes pas satisfait par le fond du contenu local tel qu'il a été déjà défini? On a une idée de comment les richesses seront réparties. Je pense que si, vous savez, le problème des énergies, c'est un grand souci. Si vous faites fausse route au départ, c'est très difficile de rectifier. Et c'est ce qui est arrivé au Sénégal. Vous connaissez, même en Wolof, on parle de Tchorokhan. Tchorokhan, ça dit que tu dois manger, ça doit passer par les voies pour aller vers le ventre, pour que ça soit bien travaillé. Si ça passe par les voies respiratoires, vous voyez les conséquences. Aujourd'hui, la gestion de nos ressources naturelles a fait fausse route. Et c'est ça qu'il faut rectifier. Et c'est cette rectification-là qui est... Comment la nature des... Alors là c'est quand même assez compliqué. D'abord, il faut faire le point de l'ensemble des engagements qui ont été pris. Tous les engagements qui sont frappés d'illégalité doivent être immédiatement remis en cause. Tous les engagements qui sont déséquilibrés, il y a des clauses archives qui permettent de les remettre en cause en bonne intelligence et de voir comment rattraper tout le tout dans l'intérêt du Sénégal. Et je pense que c'est ce travail-là qu'il faut faire. Et ceux qui ont été à la base de ça et de ces contrats qui n'ont pas été clairement discutés, pour lesquels on peut dire que l'intérêt du Sénégal a été remis en cause dans certaines circonstances, doivent avoir l'humilité de reconnaître qu'ils ont fait fausse route. Et aujourd'hui, le monde repositionne le Sénégal dans une position confortable, comme locomotive. Mais si vous avez le gaz aujourd'hui, vous avez le fer que vous pouvez transformer en acier. Si votre voisin guinéen a de la bauxite que vous pouvez transformer en aluminium, vous protégez vos forêts, vous avez tout pour l'industrie de la construction, etc., pour l'industrie automobile. Aujourd'hui, le Sénégal est repositionné. Vous avez des produits agricoles qui sont là, qui peuvent être transformés pour avoir l'autosuffisance alimentaire. Vous avez des produits de l'élevage. Avec le lait, vous pouvez avoir du lait. On importe de la poudre de lait. Vous avez la peau, les cuirs et peaux, toute l'industrie pour les sacs, les chaussures, etc. Ça aussi, on importe, hein, le cuir. Mais justement, on importe tout, alors qu'on a tout. Donc, aujourd'hui, c'est une question d'orientation économique qu'il faut changer. Maintenant, tout ce qui est rattrapage, c'est bien. Les programmes d'urgence pour essayer de rattraper par-ci, par-là, c'est toujours bien. L'essentiel est que les populations voient leur vie changer à ce niveau. Et malheureusement, ça n'est pas encore le cas. Pour retourner au pétrole et au gaz, l'idée de revoir, de réviser les contrats a été agitée par même le président de la République. Mais c'est nécessaire. C'est la première retombée des ressources naturelles doit être le bénéfice direct des populations. C'est-à-dire que si vous êtes dans un pays qui dispose de ressources naturelles aussi importantes, ça doit se répercuter dans le portefeuille des Sénégalais, directement. Et dans notre programme, on a un produit qu'on appelle le MBEL. MBEL en Wolof, c'est le nom Wolof de ressources naturelles, qui prévoit d'allouer directement des montants. À partir de 16 ans, de 16 à 25 ans, vous avez 50 000 francs par mois. De 25 ans jusqu'à 35 ans, vous avez 75 000. Et de 35 ans jusqu'à la retraite, c'est 100 000 francs par mois. Et de la retraite jusqu'à la mort, vous avez 150 000.
adossé à une réforme du code de la nationalité, n'est pas sénégalais qui veut. Il faut fixer des critères très importants et tous les calculs sont faits aujourd'hui. On a suffisamment de produits pour vivre normalement dans ce pays-là. Et donc, la première retombée, c'est ça. Mais la deuxième retombée, c'est que ces ressources permettent d'avoir l'énergie. Et troisièmement, permettent d'avoir des devises à partir de l'exportation. Et de moderniser l'ensemble du pays, de faire des recherches dans le domaine médical, dans le domaine de l'informatique, dans tous les domaines pointus, dans l'intelligence artificielle et tout. C'est tout un schéma qu'il faut. Mais aujourd'hui, on a l'impression que on agit en fonction des découvertes et tout. Il n'y a pas de stratégie claire d'organisation pour que le pays se mette sur les rails. Boubacar Camara, notre invité ce dimanche, numéro 2 des douanes du Bénin, ancien directeur général des douanes sénégalaises, ancien inspecteur général d'État, l'IGE, que vous avez quitté en 2015 pour vous lancer en politique. Vous dirigez donc le parti de la construction et de la solidarité PCS Diengu Tabar. En 2019, vous avez tenté de vous présenter à l'élection présidentielle, mais vous en avez été empêché par le parrainage. Candidat malheureux aussi aux élections municipales de Grand Yoff, vous n'avez pas participé aux dernières législatives, mais vous aviez théorisé ce que vous avez appelé le plan Boudi, qui consistait à pousser Yewi et Wallou à s'allier. C'est vous qui les ont écoutés? Oui, je pense que nous avons bien participé aux élections législatives. Le parti de la construction et de la solidarité a participé, a mené campagne. Je parlais de votre candidature personnelle. Non, moi je n'ai pas voulu être investi parce que j'ai considéré que ce n'était pas essentiel. Il fallait, et je l'avais dit publiquement, que je préférais qu'il y ait une alliance pour une cohabitation au lieu de me positionner pour chercher. D'ailleurs, beaucoup de gens de mon parti, de ma coalition m'en ont voulu. Je me dis, ouais, on a sacrifié nos propres... On a des militants qui étaient sur les listes de Wallou, mais dans des positions qui n'ont pas permis qu'ils soient élus. Mais c'était pas ça l'essentiel. Au sortir des législatives, quand on a fait des locales, quand on a fait l'analyse de la situation, on s'est dit, il faut faciliter le départ du président Macky Sall. Pour faciliter le départ du président Macky Sall, la première chose qu'il fallait faire, c'est lui prendre l'Assemblée nationale. Et c'était tout à fait possible, les faits l'ont montré. Aujourd'hui, si on avait suivi totalement la proposition que j'avais faite, on aurait eu une liste unique, aussi bien au niveau national qu'au niveau départemental. Ce qui aurait permis d'éviter les listes dispersées au niveau de Mbour, 4 députés, au niveau de Louga, 2 députés, et au niveau de Bonkiling, 2 députés. Donc ça fait 8 députés. Si on avait réuni les scores de Wallou et de Yewi, on viendrait devant Benno Bokk Yakaar. Ce qui fait 8 députés, plus les 80 qu'on a, ça fait 88 députés. Sans compter l'effet d'entraînement sur la liste nationale. Mais malheureusement, quand j'ai fait la proposition, Yewi ne pouvait pas, pour des raisons qui leur sont propres, que je respecte, ouvrir leur liste nationale. Ils ont accepté l'accord sur la base des listes départementales. Et on l'a fait. On s'est battu, ce n'était pas facile, il y avait énormément de problèmes. Par 2 fois, il y a eu presque des ruptures, et il a fallu nous impliquer, parce que j'ai la chance de pouvoir parler à tout le monde. Je peux parler à la partie Wallou, je peux parler à la partie Yewi, et effectivement, on a réussi, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Et dans cette hypothèse-là, on aurait eu un groupe parlementaire unique, on aurait eu une cohabitation. Malheureusement, ça ne s'est pas produit. On a aujourd'hui une majorité pendulaire, mais au moins une leçon importante. L'état d'esprit va complètement changer. Le pouvoir doit se départir de la toilette du souvenir de la puissance parlementaire. La toute-puissance parlementaire, c'est fini. L'opposition aussi doit se départir de l'illusion de victoire permanente. Aujourd'hui, il y a un équilibre. Et en fonction des sujets, en fonction des accords et des désaccords, la majorité va basculer. Et maintenant, il faut définir les questions. Quelles sont les questions essentielles que le Parlement doit traiter, surtout dans cette période? On est dans un tunnel noir. Comment faire pour que les institutions puissent fonctionner normalement? Comment faire pour que le budget... On va vers un budget de 2023. Il faut savoir,
ce qui a été fait, des budgets antérieurs, les lois de règlement, pour voir ce qu'il faut rectifier. Ils sont souvent en retard. Oui, justement, ils sont en retard, mais il faut savoir ce qui a été exécuté pour voir comment rectifier pour 2023. On aura le budget de 2023 à voter. On a la question des droits et libertés. On a la question de la loi électorale avec la parité et le parrainage. Toutes ces questions-là doivent être traitées. Il y a la question de la loi sur l'homosexualité. Il y a la question de la loi sur les OGM. Toutes ces questions-là doivent être posées sur la table. Et ensuite, toutes les questions qui permettent d'améliorer la vie des populations. Vous avez vu les inondations, il continue de pleuvoir. Le plan Orsec, il reste encore 121 points à évacuer sur les 193. Et il continue de pleuvoir. Et quand je te dis points à évacuer, c'est pas un terrain de foot. C'est souvent des quartiers entiers. Les gens vivent dans l'eau. Aujourd'hui, vous avez vu le pouvoir d'achat avec la flambée des prix. Voilà les vraies questions qui doivent être soulevées au niveau de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, c'est possible. Et donc, moi, je me réjouis que le plan que j'ai proposé, j'ai été à l'initiative de cela, que j'ai sauvé, j'ai discuté, avec l'accord des leaders. Finalement, il faut qu'on sache, et ça, je pose la question pour vous provoquer un peu, finalement, c'est plan Déthié Fall ou plan Boubacar Camara, cette alliance départementale entre Yewwi et Wallu? Moi, je pense que, vous savez, quand un projet comme ça réussit, il est tentant de faire la mouche du coche. Et vous avez lu les fables de La Fontaine. Je m'en tiens à ça. Et il y a trop de témoins pour qu'on se batte sur la paternité d'un plan. Alors, vous parlez de cet équilibre presque parfait à l'Assemblée nationale, les élus de Yewwi face aux élus de Wallu, les élus de Yewwi Wallu face aux élus de Benno, majorité pour la majorité parlementaire sortante, mais sur le fil. Vous êtes très optimiste quand vous en parlez pour que les débats se posent à l'Assemblée nationale, que la superpuissance de la majorité parlementaire, comme le Sénégal l'a toujours connu, ne se passe plus avec cette nouvelle législature. Vous oubliez peut-être, Boubacar Camara, la nature du système politique. Un régime hyper présidentialiste avec un président de la République super puissant qui même si ses projets de loi sont bloqués ou ses politiques bloquées par le Parlement peut gouverner par ordonnance. Qu'est-ce que vous en faites, ça? Non, je pense que je suis optimiste parce que je considère que le Sénégal quand même a une tradition de démocratie qui est éprouvée. Je suis optimiste parce que les hommes et les femmes qui sont dans l'enderlot politique, aussi bien dans l'opposition que dans le pouvoir, ont suffisamment d'expérience et de maturité, pour certains en tout cas, pour comprendre qu'on est dans un tunnel dont il faut sortir. Aujourd'hui, rien ne sera plus comme avant. Le président de la République doit comprendre qu'il ne peut plus exercer ses pouvoirs comme avant. Ça n'est pas possible. L'opposition également doit comprendre qu'elle n'est plus dans la rue. Elle est dans les institutions. Et l'optimisme, c'est ça. Maintenant, je ne suis pas... Les pouvoirs du chef de l'État ne changent pas. Le pouvoir du chef de l'État ne change pas. Sur les textes, parce qu'il y a le droit et il y a la politique. Aujourd'hui, ce sont les questions de fond qu'on ne pose pas dans ce pays. Mais c'est ça qu'il faut poser. Ouais. Aujourd'hui, avec le phénomène majoritaire, quand vous êtes au pouvoir... Il faut peut-être atténuer tous ces pouvoirs concentrés entre les mains du chef de l'État. Mais ça que la loi lui donne. Mais c'est comme ça que ça se passe partout. Est-ce que vous, en tant que parti d'opposition, vous travaillerez à ce que ce système politique sénégalais change? Non, on n'a pas besoin de changer le système politique sénégalais comme tel. Enfin, relativement. Moi, je suis favorable à ce qu'on appelle le pouvoir, le régime parlementaire. Mais il y a un phénomène majoritaire qui joue. Quand le président a 90% des députés, l'exécutif prépare ses lois, ça passe comme lettre à la poste. Mais quand le président n'a pas cette possibilité, ne peut pas faire passer des lois avec une majorité de 3/5 ou bien de 2/3, ça change. Il est obligé de parler à toutes les composantes du Parlement. C'est le phénomène. On dit que, par exemple, au Sénégal,
c'est le président de la République qui définit la politique. Ce n'est pas comme en France où c'est le Premier ministre qui définit et conduit la politique. Mais si la majorité est au Parlement, le président est obligé, dans la définition de la politique, de discuter avec les parlementaires majoritaires pour faire passer sa politique, sinon ça passe pas. Mais dire que derrière j'ai l'ordonnance, vous pensez qu'on peut toujours gouverner par ordonnance? Ça va créer une crise institutionnelle. Donc aujourd'hui, la question est simple. Il n'y a plus de députés de l'opposition ou députés du pouvoir. C'est des députés du peuple qui doivent être conscients de leur mission et qui doivent faire passer tout ce qui est favorable à l'intérêt des populations. Il faut que les institutions continuent à fonctionner normalement, quelle que soit la configuration de l'Assemblée nationale. Il faut que donc l'exécutif tienne compte de la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale et que les projets soient clairement discutés et orientés dans le sens des intérêts. La critique sera plus importante, les gens vont être plus présents. Cette image de ces députés absentéistes qui sont là pour faire des déclarations du genre « je suis le député de X, Y », c'est fini. Aujourd'hui, les Sénégalais sont plus regardants. Et en termes d'éducation politique, ce qui s'est passé avec cette élection, avec cette intercoalition, je pense, et le résultat que ça a donné, ça montre qu'on peut, on a un saut qualitatif dans la concertisation des pays. Vous applaudissez à l'Alliance Yewwi Wallu qui a fait mouche dans les départements à l'occasion de législatives, mais vous avez en même temps signé une tribune au lendemain de ces élections législatives pour dire que cette percée de l'opposition est une chance, vous venez d'ailleurs de le développer, avec ce changement historique dans la composition du Parlement et qu'il ne faut pas rater ce virage pour vous citer. Mais avec l'élection du président de l'Assemblée nationale et du reste des membres du bureau du Parlement, l'alliance Yewwi Wallu risque de se déchirer en raison des prétentions de chacune des coalitions et des partis qui les composent. Mais voilà le gros problème qu'on a. C'est la même chose qu'on a comme sur le cumul, c'est la même chose qu'on a. Le schéma qui était mis en place avait prévu une majorité de l'opposition à l'Assemblée nationale. Avec cette majorité à l'opposition de l'opposition à l'Assemblée, on a un groupe parlementaire unique, on a une cohabitation. C'est-à-dire on inverse la tendance. Ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, les partis, les mouvements, l'opposition a intérêt à avoir le maximum de groupes. Quand tu es dans l'opposition, tu as intérêt à avoir le maximum de groupes pour faire le maximum de pression, pour être plus présent à la conférence des leaders, pour être plus présent sur les temps de parole et tout ça. La situation a changé. Ce n'était pas une intercoalition pour gouverner ensemble à l'Assemblée nationale dans une hypothèse où il n'y aura pas la majorité. C'était une intercoalition pour gouverner ensemble dans une hypothèse de cohabitation. Petite contradiction de votre part, parce que vous-même aviez théorisé une liste unique de l'opposition à l'Assemblée. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait en réalité. C'est ce que nous avons théorisé, avec toutes les hypothèses, aussi bien au niveau national qu'au niveau... Mais ça ne s'est pas fait. La réalité est que le fait qu'aujourd'hui ça ne s'est pas fait, voilà les conséquences. On a perdu 8 députés. On n'est plus dans le schéma de départ. On est dans un nouveau schéma et c'est dans ce nouveau schéma qu'il faut... Regarde l'histoire du cumul. Il y a des partis qui sont contre le cumul de trucs, mais aujourd'hui, les circonstances de ces élections-là, d'abord, vous êtes allé dans des élections dans le cadre d'une coalition, vous n'êtes pas allé en tant que parti. Donc, si vous quittez votre poste, vous êtes remplacé par quelqu'un d'autre. L'excuse facile, finalement. Non, c'est pas l'excuse. Deuxièmement, le Haut Conseil. On ne peut pas, on ne peut pas promettre, comme à PASTEF, de ne jamais faire le cumul de mandats. Et maintenant, on ne respecte pas apparemment cette promesse de cumuler des mandats de députés et de maires pour une supposée réalisme politique qui s'impose à eux. Non, je vous dis aujourd'hui, je vous affirme clairement, aujourd'hui, si les ténors de l'opposition qui sont déjà élus au niveau local renoncent à leur mandat, c'est une erreur. Ils ne sont pas au Conseil des collectivités territoriales, qui représentent en quelque sorte les élus locaux au niveau des instances nationales. Ils ont boycotté les élections. Les ténors de l'opposition de la liste nationale de Yewwi ne sont pas au Parlement.
Les maires que nous avons et qui peuvent être au Parlement, ils doivent aller au Parlement. C'est ça la réalité. C'est le contexte politique. Ce n'est pas un problème de principe d'un parti politique. En plus simple, Boubacar Camara, vous êtes pour le cumul des mandats. Non, je suis contre le cumul des mandats parce que chaque cumul, le cumul des mandats, c'est... Aidez-nous à comprendre. Une perte, oui, c'est ça. Le cumul, c'est une perte de qualité. D'abord, vous ne pouvez pas être là et là, c'est pas possible, vous ne pouvez pas vous concentrer. C'est clair. C'est clair, sur le principe. Tous les partis, nous dans le programme, on est contre le cumul des mandats, pas électifs d'ailleurs. Mais le cumul électif est toujours une perte de qualité. Si les institutions sont bien organisées et que les collectivités territoriales sont bien représentées au niveau national, on interdit totalement le cumul. Les circonstances actuelles ne sont pas les mêmes. Les circonstances actuelles au Sénégal, c'est qu'on est allé dans des élections. On est pour ou on est contre? On est pour que les députés dans cette élection-là restent, les maires qui sont élus restent députés. Ça renforce la capacité de l'opposition à l'Assemblée nationale parce que les ténors ne sont pas là, ils ne sont pas au conseil des collectivités locales. La plupart des députés qui sont élus étaient des suppléants et les gens qui sont des maires, qui sont plus ou moins les ténors de l'opposition doivent rester au Parlement. Le pouvoir a intérêt à ce que les gens sortent du Parlement. Ils doivent rester au Parlement. Et c'est ça, la politique. La vraie politique, c'est ça. Ça ne veut pas dire que sur le principe, les gens doivent favoriser les cumuls. Pour interdire les cumuls, il faut faire en sorte que... Ah oui, mais les principes, avec ce que vous venez de dire, les principes, finalement, ça ne vaut rien. Non. Les cumuls, pour interdire le cumul, il faut qu'il y ait une institution qui représente les collectivités locales au niveau national. Il n'y en a pas. Et s'il y en a, ils l'ont boycotté. Aujourd'hui, non. Je pense que ça, c'est des trucs politiques qui sont... c'est clair. Le principe, c'est que pas de cumul. Il faut organiser les institutions de sorte que les élus locaux soient représentés au niveau national pour que leurs préoccupations soient prises en charge. Dans cette élection-là, ça n'est pas le cas. Il y a une intercoalition, des remplacements par d'autres qui ne sont pas forcément dans votre parti. Les ténors ne sont pas au Parlement. Et aujourd'hui, on ne peut pas demander au peu de cadres que nous avons dans les mairies de ne pas aller à l'Assemblée nationale. C'est laisser la roue libre au parti au pouvoir. Arrêtez ce débat. On n'est plus dans ce schéma-là. Donc voilà un peu notre point de vue. Contradiction. Je l'accepte. De contradiction en contradiction, hein, vous de l'opposition. Cette multitude de groupes parlementaires qui se dessinent, il faut vraiment s'attendre à ça. Hein, quand on regarde un peu le niveau du débat au sein de l'opposition, avec ses conséquences politiques, peut-être favorables à l'opposition, mais ces conséquences financières qu'on a toujours dénoncées, que vous avez toujours dénoncées. Une multitude de groupes parlementaires implique des conséquences financières sur le dos du contribuable sénégalais. Ça aussi, vous allez en faire quoi? Non, moi je pense que ça c'est un faux débat. Aujourd'hui, garder une institution comme le Haut Conseil qui coûte 7 milliards... Oui, justement. Vous boycottez l'élection des membres du HCCT qui a eu d'ailleurs ce dimanche-là, aujourd'hui, oui. Et vouloir encore impliquer des dépenses au Parlement. Non, vous savez, aujourd'hui, quand tu... Même si le HCCT coûte 3 milliards de francs CFA, le problème c'est quoi? C'est que quand tu fais des réformes institutionnelles, il faut toujours choisir le bon moment pour les mettre en œuvre et les achever. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les réformes institutionnelles, dans un schéma parfait, on ne peut pas les faire. Parce qu'on n'est pas au pouvoir. Vouloir être dans l'opposition et se plier à des exigences qui ne peuvent pas avoir d'effet, c'est une erreur politique. Le jour où l'opposition sera au pouvoir, on fera toutes les réformes et vous ne verrez plus de cumul. Parce que les réformes seront complètes. Il ne faut pas nous demander de nous soumettre à une situation qui est incomplète. Ça, c'est un débat vraiment. C'est pas là-bas où il faut chercher l'argent. Pour développer le Sénégal, c'est pas sur ce qu'on économise sur les groupes parlementaires. On a d'autres schémas pour développer le Sénégal. Fini les législatives, cap sur 2024 et la présidentielle. Le 31 août dernier, Boubacar Camara, le bureau politique de votre parti s'est réuni pour vous demander de rentrer définitivement au Sénégal, puisque
vous êtes au Bénin en résidence la plupart du temps parce que vous êtes le directeur général adjoint des douanes béninoises. Votre parti donc vous demande de rentrer définitivement et de vous présenter à la présidentielle de 2024. C'est en substance ce qu'on a lu après le communiqué diffusé après sa réunion du 31 août 2022. Avez-vous accepté la demande? Alors, je vous remercie de cette question parce que j'en profite d'ailleurs pour remercier le Parti de la Construction et de la Solidarité Diengou Tabax, dont je suis le président fondateur honoraire. Et donc, je félicite pour le travail qu'ils font. Actuellement, ils sont en train de mettre en place des sections communales partout. Au moment où je vous parle, ils sont à Louga et Saint-Louis, ils ont déjà fait Thiès, ils sont en train de faire le travail. Tel que je les connais, s'ils me demandent de revenir et de me présenter, c'est parce qu'ils sont prêts. Et je donnerai la réponse à cela. La première réponse que j'ai donnée, c'est que je ne cherche rien pour moi. Et je suis preneur quand même de tout ce que je crois bon pour le Sénégal. Et je répondrai à cette question de façon claire. Le temps de laisser le ciel... Justement, le temps de laisser le ciel s'éclaircir. On est dans un tunnel où il faut faciliter le départ à Macky Sall. Et pour faciliter le départ à Macky Sall, le départ de Macky Sall, tout le monde doit jouer sa partition, y compris l'opposition. Les leaders de l'opposition doivent comprendre que dans la situation actuelle où Macky Sall a au moins 40% des électeurs, et parmi ces 40%, il y a au moins 20% qui veulent qu'il soit là. Aujourd'hui, il y a tout un débat juridique où tout le monde essaie de sortir des arguments pour dire qu'il peut rester, qu'il ne peut pas rester, avec toutes les sources d'instabilité, on l'a souvent dit. Dans ce contexte-là, il faut trouver des solutions pour lui faciliter. Et là, j'en appelle particulièrement à certains leaders de l'opposition, comme Serigne Moustapha Sy du PUR, comme Ousmane Sonko, comme Karim Wade. Il faut absolument comprendre que dans la situation actuelle, il ne sert à rien d'ouvrir un bras de fer. Il faut sauvegarder le fonctionnement correct des institutions. Il faut faciliter le départ à Macky Sall. Ce n'est pas avec le bras de fer qu'il faut le faire. Donc, aujourd'hui, le contexte n'est pas favorable pour une réponse. Quand le ciel s'éclaircira, je répondrai. Et quand je répondrai, le Sénégal saura qu'il y a un projet de société qui est là, qu'il y a un homme qui est là, qui est prêt pour changer le destin de ce pays. Déjà un slogan tout fait de votre parti, hein, changer de cap, Jël Sunu Yoon. C'est très clair. Très clair, parce qu'on a non seulement un programme très clair. Alors que vous êtes en coalition. Non, ça n'a rien à voir. Les coalitions, les alliances politiques, pour nous, ça n'a jamais signifié de la connivence politique. Partout où on a été dans les alliances, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a souvent des problèmes dans les alliances. Parce que souvent, il y a des principes sur lesquels on n'est jamais d'accord. On est des djengouman. Il y a des choses qui ne marcheront jamais avec nous. Ceux qui ont dirigé ce pays et qui, pendant des années, ont réalisé des politiques publiques, ne peuvent pas se lever un beau matin pour dire redonnez-nous nos pays, point. Il y a un devoir d'inventaire et de regret. Il faut qu'on sache. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et c'est ça qu'on a réglé, nous, avec Tabax. J'ai un livre qui va sortir bientôt, Changer de cap, qui fixe en 10 chapitres ce que nous allons faire de ce pays en détail. Il faut avoir un projet de société. Il ne faut pas se lever un beau matin, je suis le candidat à la présidentielle, pour faire quoi du pays? C'est ça que j'appelle l'épreuve du miroir. Il faut que les gens se regardent dans le miroir, sachent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont capables de faire pour qu'on leur confie notre pays quand même. Nous, on s'est battus. Vous savez pourquoi nous, on est entrés en politique? On aurait pu ne pas le faire. On a travaillé dans l'administration pendant des années. On a vu ce qu'il y avait de bon et de moins bon. Mais quand on s'est rendu compte que le pouvoir était devenu un instrument d'enrichissement personnel ou un instrument de règlement de compte, on a dit, nous n'avons pas le droit de nous taire. Et on a mis en place un projet de société qui est là. Et nous nous battons pour ce projet de société-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut plus accepter n'importe quoi. Il faut élire. Il ne suffit pas de dégommer tout sauf celui, il faut qu'il parte, on fait une alliance, on le fait partir, on partage un an après. C'est fini. Il faut que les Sénégalais comprennent. Vous avez compris, tous les gens qui se sont abstenus. Personne ne sait ce qu'ils veulent dire. Les 56% de Sénégalais qui ne sont pas allés voter aux législatives. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Quel est le message qu'ils ont? Personne ne sait, justement. Personne ne sait quel est le message de ces gens qui se sont abstenus. Aujourd'hui, il faut faciliter la participation aux élections avec une inscription automatique. Tous les gens qui ont 18 ans doivent être inscrits. C'est la Constitution qui leur donne ce droit. Maintenant, on ouvre une campagne
de radiation. Comme le vote n'est pas obligatoire, celui qui ne veut pas voter, ben, il va se désinscrire. C'est plus facile. À ce moment, vous allez me dire, ouais, il y aura un gros taux d'abstention. Ce n'est pas évident. Parce que si les gens sentent qu'avec la politique, leur vie peut changer, ils vont aller voter. Mais s'ils sentent que Modou ou Samba soit là, ce sera la même chose, mais les gens ne vont pas voter. Et ensuite, il faut parler, il faut expliquer aux gens. Ce n'est pas parce que c'est difficile. Moi, quand je prenais l'initiative de l'intercoalition, c'était difficile. J'ai eu toutes sortes de réponses. J'ai touché, dans mon schéma, j'avais prévu 51% pour Yévi, 34% pour Wallou sur la liste nationale et 15% pour les autres. Donc les autres membres de l'opposition. Il y en a qui ne voulaient pas participer, il y a d'autres qui n'y croyaient pas, qui m'ont dit gentiment, grand, bon, c'est bien tout ce que tu veux faire, mais ça ne va jamais réussir, etc. Personne n'y croyait. Il a fallu que des leaders, comme je les cite personnellement, Karim Wade et Ousmane Sonko, ils ont été vraiment, ils ont compris, ils ont accepté cela pour que ça puisse avoir lieu. Donc aujourd'hui, les Sénégalais doivent, au fur et à mesure qu'on avance, comprendre sur les ressources naturelles, comment le monde change. Comment le monde, regarde le pessimisme qui est en train de gagner l'Europe et le monde. On parle de fin de l'abondance en France. On parle de la sortie de l'Allemagne, de l'Union africaine. Oui, l'abondance c'est fini partout là. Mais partout. Aujourd'hui en Afrique, ce que nous avons comme richesse, nos ressources naturelles qui nous échappent, comment faire pour que ça reste ici? Nos ressources, nos cerveaux qui sont partis. La dévolution du pouvoir, la question du troisième mandat. Aujourd'hui, on a des coups d'État populaires, des gens qui font un putsch, mais qui sont adoubés par la population. Mais voilà, le monde est en train de changer. Il faut absolument que les gens comprennent que le monde, être un homme politique, c'est vraiment un sacrifice. Mais n'importe qui ne peut pas venir prendre la parole pour parler politique, pour parler économie. C'est incroyable. Ah oui, et voilà, on en voit de toutes les couleurs. Mais partout au Sénégal. Mais parfois, moi, je vois des gens qui te parlent d'économie, qui te parlent de politique, de schéma. Je me dis, mais c'est incroyable. Mais parce que c'est notre faute. Parce que nous sommes tous restés dans notre coin. Nous avons raison dans nos salons. Il y en a marre d'avoir raison dans les salons. La nomination de Mamadou Badio Camara comme président du Conseil constitutionnel, vu comme une sécurisation de la troisième candidature de Macky Sall à la présidentielle, comme on a pu le lire à la une du journal Al-Fadjiri ce week-end. Votre commentaire, c'est vraiment pour ça? Non, en fait, vous savez, au Sénégal, aujourd'hui, on a tellement été blessé, été balafré par cette affaire de troisième mandat, que tout peut être interprété dans ce sens. Aujourd'hui, la participation aux élections dépend du pouvoir en place, avec les dossiers judiciaires de certains candidats. La participation avec le parrainage, vous en avez parlé tout à l'heure. La participation avec la parité. Comment on peut éliminer quelqu'un parce qu'il a mal arrangé un truc de parité? C'est pas normal. La participation aux élections dépend de tout. Il y a une stratégie d'élimination. Il y a des wak-wakettes partout. Des juristes qui te disent aujourd'hui c'est ça, demain c'est ça, après-demain c'est ça. Dans ces conditions-là, il n'y a pas de cour constitutionnelle prévu, comme on avait dit, dans les assises nationales. Aujourd'hui, il y a la toute-puissance du président dans les nominations. Il n'y a pas d'appel à candidature. Le président est dans le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a tellement de choses qui font qu'ils n'ont plus confiance, les Sénégalais. Ils n'ont plus confiance aux institutions, ils n'ont plus confiance aux nominations, ils n'ont plus confiance aux hommes. La nomination de Badio Camara vous rassure-t-elle? Les hommes, moi je te dis, je ne suis rassuré que par ce que je vois. Les hommes en tant que tels peuvent avoir leur qualité, leur formation, ils ont fait leur cursus sur le plan technique professionnel, mais M. Camara peut parfaitement être un président du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est quels sont les actes qui seront posés par M. Camara dans le cadre d'une institution collégiale sur une question qui a été posée. Aujourd'hui, la question du troisième mandat que les gens craignent. Mais tout a commencé depuis fort longtemps. Quand en 2001, on a fait une constitution en disant qu'on va limiter les mandats à 2, on a pris une disposition transitoire pour dire que le mandat en cours là devait aller jusqu'à son terme. Mais le terme, c'était quand? C'était 2007. À partir de 2007, le débat était clos. Maintenant, si vous, de l'opposition,
vous êtes sur le principe contre le cumul des mandats et que Macky Sall lui dise je ne me représenterai pas et que les circonstances et le réalisme politique les choses changent et qu'il change de posture. Est-ce que vous devez lui reprocher lui aussi, même s'il avait dit que c'était son dernier mandat, vous pouvez lui reprocher de se représenter? Parce que sur le cumul des mandats, vous avez fait preuve de réalisme et lui, il n'a pas le droit de le faire? Non, c'est pas un problème de réalisme. Attention, c'est deux questions tout à fait différentes. Je te dis, en 2007, le débat était clos. Il avait fait un mandat prévu par une disposition transitoire qui n'était pas comptabilisée. Abdoulaye Wade. Mais en 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça qui est passé inaperçu. Il y a une réforme constitutionnelle qui change la durée du mandat, qui l'amène à 8 ans. Via l'Assemblée nationale. Ils l'ont fait et ils ont gardé la disposition transitoire. Ce qui veut dire quoi? Que le mandat qui était en cours n'était pas comptabilisé. Le Conseil constitutionnel l'a développé en disant que ce n'était pas comptabilisé. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Le référendum. Mais c'est avec le référendum de 2016 qu'on a réouvert ce débat. Et que ce n'est pas un débat juridique ni judiciaire, c'est un débat politique, moral et éthique. Et il faut faciliter le départ à Macky Sall pour que le Sénégal soit en paix. Merci Boubacar Camara, leader du parti politique, président fondateur, président d'honneur du PCF, Diengo Tabar, le parti de la construction et de la solidarité. Merci d'être passé devant le grand jury de RFM. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aussi à Abdou qui était à la régie. Les programmes continuent. Restez avec nous. Et le grand jury revient dimanche prochain. Excellente fin de week-end à tous. Merci beaucoup. kan sama rayi tin